Merci beaucoup pour cette présentation qui me fait beaucoup d'honneur, de même que votre présence nombreuse, et je suis sûr qu'il y a de la qualité. Je vous vois mal parce que j'ai les lumières dans les yeux. Mais n'hésitez pas à m'interrompre. Là, j'avais prévu de parler une heure, on avait dit à peu près. Oui. Mais donc, n'hésitez pas si, voilà, si quelqu'un veut intervenir, une remarque, ou si quelque chose vraiment ça vous agace, parce que là vous comprenez pas un point qui revient. Moi, j'aime bien qu'on m'interrompe. Juste sachez que, vu qu'on va parler un petit peu d'attention, l'attention que j'imagine de votre côté, c'est celle que vous auriez en visitant Tombouctou ou Tokyo en 3 heures. Ça veut dire que je vais vous montrer beaucoup de choses très très rapidement, plutôt que de dire on va prendre un monument, le disséquer en détail. L'idée, c'est plutôt une sorte de paysage de questions et de problèmes qui me semble important pour réfléchir au numérique, à sa dimension humaine et critique, en partant de problématiques de l'attention. Mais donc, je vais vous balancer pas mal de choses, et l'idée, c'est que j'espère qu'il y en a une ou deux qui peut-être retiendront votre intérêt, sur lesquels on pourrait revenir dans la suite. Mais donc, voilà, je vous prie de m'excuser si vous vous sentez un petit peu bombardé par des choses. C'est un petit peu l'idée de parcourir des choses de loin plutôt que d'approfondir. Alors, j'ai changé un petit peu le titre, mais c'est toujours un peu les mêmes affaires. On va parler un petit peu d'attention au début, on va parler beaucoup de computation à la fin, et on va parler un petit peu de catégorisation, comme ce qui peut faire le lien entre l'un et l'autre. Et donc, alors je travaille avec une revue qui s'appelle Multitude, et une partie de ce que je vais vous dire, surtout toute la deuxième partie, disons, ça va se trouver dans un dossier qu'on va publier dans 1 mois à peu près, qui s'appellera Subjectivité computationnelle. Donc de nouveau, moi je vous donne un petit peu les endroits où il y aurait des monuments à voir, et si ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver dans la revue, soit en ligne, soit sur papier. Alors, j'imaginais 5 parties. On verra si on arrive au bout, ou je sauterai peut-être des parties pour ne pas être trop en retard, ou en fonction aussi de vos questions ou interruptions. Est-ce que le son va bien à notre camarade? Non, pas génial. Il faut que je parle plus près, c'est ça? Ce serait mieux que je parle plus près. Ok, bah j'essaie de parler plus près sans faire trop de crachat dedans. Donc, je vais commencer avec 2 ou 3 choses très très générales sur l'attention. Effectivement, en continuité de ce qu'a très gentiment présenté Pierre, et d'abord merci à Pierre pour l'invitation. La série est très prestigieuse entre Antoinette Rouvroy et Dominique Cardon. Moi, je suis un petit débutant sur les questions numériques. Donc, je vais commencer par parler de ce que je connais un petit peu moins mal, qui est les questions d'attention en général. Ensuite, l'attention esthétique. Je vais faire référence très brièvement, mais la notion de retard de catégorisation que quelqu'un que vous connaissez peut-être, Jean-Marie Schaeffer, a mis récemment au centre de sa pensée de l'attention. Ensuite, je parlerai d'attention latente, des modes attentionnels où on est attentif sans faire attention, une sorte d'attention un petit peu cachée ou problématique, ou attention au fond. Et là, ça va nous aider peut-être à faire une distinction entre sensation et perception. Et ensuite, je vais rentrer dans des questions qui sont, je crois, les questions de votre séminaire, sur des questions numériques, l'attention numérique ou algorithmique, et je vous dis déjà que je vais essayer de construire une opposition entre ce que c'est que l'attention esthétique, lorsqu'on va au musée, lorsqu'on lit un poème, lorsqu'on écoute de la musique, etc., et l'attention dans le numérique. L'attention esthétique étant caractérisée par un retard de catégorisation, alors que l'attention algorithmique serait au contraire une anticipation de catégorisation. Et donc, une dernière partie sur des défis du numérique, on va appeler ça subjectivité computationnelle, mais ça sera un petit peu une autre façon d'en parler. Donc, je vous donne déjà mes thèses d'arrivée. Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on ait fait en 1 heure? Il y a 4 ou 5, je ne me rappelle plus, thèses que j'aimerais essayer à la fois de vous suggérer et de commencer à développer un petit peu. Donc d'abord, l'attention humaine, je parle d'écologie de l'attention humaine, elle est
environnementale, on est attentif au milieu, donc on est attentif à des choses qui ne sont pas seulement des objets d'attention, mais c'est cette attention latente, elle est collective, davantage qu'individuelle ou focalisée. Hein. Quand on pense attention, d'habitude on est attentif à une chose, à un objet, puis sans ça on est distrait. C'est très juste, moi j'aimerais bien ouvrir un petit peu le compas, dire qu'il y a une attention environnementale, collective, latente, tout autant qu'individuelle et focalisée. Deuxième point, donc, je vous le disais tout à l'heure, l'attention esthétique présuppose la possibilité d'un retard de catégorisation. Et ce que Pierre évoquait tout à l'heure comme une réflexion sur l'interprétation, on peut dire, enfin, ce que j'avais essayé de faire dans ce livre, c'était de dire que l'interprétation, c'est une question de temporalité et que c'est une question d'avoir du temps pour revenir sur quelque chose qu'on a déjà lu. Troisième point, alors je vais reprendre d'un théoricien dont je vous parlerai, la notion de média du XXIe siècle, appelons ça le numérique, ça sera un peu la même chose, court-circuite notre attention consciente en anticipant nos catégorisations et en agissant directement sur de la sensibilité. Ça, c'est un petit peu la thèse centrale de ce que je vais essayer de vous présenter. Le numérique court-circuite notre conscience, notre attention consciente, et anticipe, accélère le travail de catégorisation et agit directement sur une sensibilité dont on essaiera de voir qu'elle est peut-être différente de ma sensibilité à moi, une sensibilité mondiale. Et dernier point, nous devons repenser nos modes. Alors subjectivation, c'est quoi? Subjectivation, c'est la façon dont on se construit comme sujet. Hein, votre série, c'est sur un numérique critique et humain. J'imagine la dimension humaine du numérique, c'est qu'on regarde des écrans, on échange des choses qui passent par de l'électricité, et c'est une façon de se construire comme humain, et individuellement et collectivement. Donc on peut dire subjectivation comme façon de se construire comme sujet. Donc nous devons repenser nos modes de devenir humain, nos modes de devenir sujet, nos modes de subjectivation pour les élever au défi de la computation, du numérique. Et ces défis, c'est à la fois que c'est partout, maintenant on a des petits téléphones portables qui nous suivent partout, et que c'est une temporalité différente de celle qu'on a connue pendant des dizaines de milliers d'années d'histoire humaine. Voilà, ça c'est les 4 points que je vais essayer de parcourir dans les 50 minutes qui restent, mais je voulais vous les donner en avance pour que vous voyez peut-être ce qui se profile à l'horizon. Alors, d'abord là je vais aller très vite sur des questions de l'attention, pour qu'on y revienne par la suite dans vos questions si vous voulez. On parle beaucoup de crise de l'attention, les jeunes sont distraits, on a tous 50 choses à faire, on n'arrive plus à se concentrer, etc. Il me semble que ça c'est le sommet de l'iceberg et que plus fondamentalement on a une transformation très profonde de nos sociétés. L'attention, ce qu'on en dit habituellement, de nouveau le sommet de l'iceberg, c'est de l'attention individuelle. Un sujet est attentif ou est distrait envers un objet, typiquement un étudiant ou un élève est attentif ou distrait à ce que dit un professeur ou une enseignante. Ou c'est toujours les jeunes qu'on met dans ces catégories-là, un jeune n'arrive pas à lire Guerre et paix parce que c'est trop long. Donc c'est toujours une personne et un objet, et on réfléchit là-dessus. Il y a plein de choses merveilleuses à dire là-dessus, mais on est un petit peu bloqué là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de développer ça sur 2 autres couches. L'attention conjointe. L'attention conjointe, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, à savoir qu'on est ensemble, dans un même lieu, un même espace, un même moment, et votre attention conditionne mon attention. À savoir, si vous vous mettez tous à sortir vos téléphones, ou à rêvasser, ou à ronfler, je vais arrêter de parler. Je suis quand même si j'ai la lumière dans les yeux, je suis un tout petit peu attentif, j'essaie d'être un tout petit peu attentif à vous, même si c'est collectivement, en même temps je vois des visages, je vois des sourires, et donc ce qu'on vit ici, c'est pas un individu avec un objet, c'est pas vous qui écoutez ce que je dis ou qui regardez ce qu'il y a au tableau, c'est une situation d'attention en présence, d'attention conjointe. Et puis il y a autre chose qui ne se voit pas, qui est beaucoup plus large, qui est l'attention collective, le fait que on vit tous, aujourd'hui au mois de mars, qu'est-ce qu'on est, le 15, je crois, 15 mars peut-être, 2016, on a entendu des choses sur des réfugiés, sur une guerre en Syrie, sur l'euro, sur la Grèce, etc. On baigne dans un certain nombre de discours, on y prête attention, ou c'est là un petit peu partout, quand on parle, on tend à parler de ces choses-là. Ça, c'est l'attention collective qui est à faire à des publics. Donc là, je vais laisser ça et je vais aller vers un petit schéma qui résume tout ceci. On va le prendre depuis
pardon, la catégorisation la plus large de l'attention, cette attention collective, elle a affaire à des publics, à savoir des gens qui regardent des images, écoutent des sons, lisent des textes, mais isolés chacun chez soi, que ce soit à travers des écrans, que ce soit à travers du papier, que ce soit à travers autre chose, des publics, chacun chez soi, et ça passe par les médias. On a fait un numéro de multitude qui s'appelait « Envoûtement médiatique », on y reviendra peut-être, c'est ça. Deuxième couche, attention conjointe, c'est ce qu'on vit maintenant, le spectacle vivant, l'éducation en classe, etc. Des groupes ou des foules en présence, donc, qui sont ensemble dans la rue ou ensemble dans une salle comme ici, et c'est des situations relationnelles entre humains. Troisième couche, quand on descend, on a l'attention individuelle, que je vous propose d'appeler attention individuante, et là, bah oui, c'est des individus, c'est plus des publics ni des groupes ou des foules, et ils ont affaire, ces individus, à des choses, un livre, une image, ou à des expériences, une installation, un film, etc., etc. À l'intérieur de cette attention individuelle ou individuante, on peut encore distinguer trois couches. Celle qui est tout en bas, je vais commencer par là, c'est notre système nerveux qui est de façon permanente attentif à ce qu'on peut appeler des saillances. Notre système perceptif, si je fais quelque chose comme ça, s'il y a une sirène qui passe, si tout d'un coup il y a un flash, vous ne pourrez pas ne pas remarquer ces choses-là. On est câblé comme ça, donc c'est le système perceptif dans le système nerveux qui est captivé par des saillances, des choses qui, des pop-up, des choses qui nous interpellent, qu'on ne peut pas ne pas voir. Ensuite, et ça c'est l'attention, disons, automatique. Ensuite, il y a l'attention volontaire. Et je vous disais tout à l'heure, en général, quand on parle d'attention, on parle que du sommet de l'iceberg. C'est ça. Quand on parle d'attention, on parle de l'attention volontaire. C'est ce que les gens qui travaillent sur le cerveau appellent le système exécutif, ce qui contrôle notre accomplissement de tâches. Vous allez lire ce livre, vous allez commenter cette image, vous allez faire ceci, vous voulez traverser la rue. On a des tâches. On a un système exécutif qui contrôle ce qui vient ou qui gère ce qui vient du système perceptif et qui focalise son attention sur ceci ou sur cela, sur des objets d'attention. Donc moi j'essaye de déployer cette couche à la fois vers le haut, attention collective, conjointe, etc., et de regarder ce qui se passe en bas, l'attention automatique. Et puis il y a cette couche qui est pour moi la plus intéressante, qui est l'attention réflexive. Qu'est-ce que c'est que l'attention réflexive? C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire maintenant, à savoir on prend comme objet d'attention l'attention elle-même. On réfléchit à ce à quoi nous sommes attentifs. Donc là, forcément, vous dites, vous êtes attentif à mes gestes, peut-être, vous êtes attentif à ma parole, mais il y a plein de choses qui se passent, il y a des images, etc. Peut-être votre voisin a une odeur particulière, je ne sais. Donc, on est attentif à plein de choses, et là, on est en train de réfléchir sur l'attention. Ça, c'est quoi? J'ai envie de dire, c'est là où se constituent des sujets. Avant, on a des publics, des foules, des individus, des bouts de cerveau, des systèmes nerveux, des systèmes exécutifs. S'il y a des sujets, s'il y a de l'humain quelque part, ce qu'on a tendance à définir comme l'humain au sens étroit, ça serait justement là. C'est dans la mesure où nous pouvons réfléchir à ce à quoi nous portons attention, à ce à quoi nous méritons ou nous devrions porter notre attention, et c'est donc toute la question des valeurs et des évaluations. Alors, dernière chose générale sur l'attention, cette valorisation, je vous dis, ce qui nous constitue comme sujet, c'est notre capacité à réfléchir sur l'attention. Est-ce que ça vaut la peine de prêter attention à ceci ou à cela? Et là, c'est une sorte de cercle autoréférentiel. Pourquoi? Je pense qu'intuitivement, peut-être vous êtes tous d'accord avec moi pour dire qu'on fait attention à ce qu'on valorise. Tout à l'heure, Pierre m'a montré la merveilleuse médiathèque que vous avez là-haut. Il se trouve que moi, j'aime plutôt le jazz ou la musique noise, donc je lui ai dit où c'est le jazz, et on a été voir des coffrets d'Anthony Braxton que vous avez, que j'ai pas, je suis très jaloux, j'ai envie de déménager à Bruxelles tellement vous avez de belles choses ici, ça vaudrait la peine. Donc, c'est parce que je valorise Anthony Braxton ou le jazz que j'ai fait attention à cette partie de la médiathèque plutôt qu'une autre. Il me semble que c'est assez trivial. Il y a le camarade Flaubert qui a écrit ceci. « Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. » Et ça peut marcher pour le jazz. La première fois que vous écoutez du Braxton, peut-être, c'est un type qui souffle, c'est une sorte de vacarme continu, un peu chaotique. Et puis vous écoutez 2 fois, et puis vous y revenez, et puis vous reconnaissez qu'il y a des choses qui se passent, même si ce n'est pas les choses auxquelles on a l'habitude, etc., etc. Et si on écoute assez longtemps, si on regarde assez longtemps quelque chose qui a l'air d'être bizarre, qu'est-ce que c'est pas de l'art, etc., eh ben on apprécie.
D'où le renversement. Je valorise ce à quoi je fais attention. Donc là, on voit que ça se mord la queue. Je fais attention à ce que je valorise ce à quoi je fais attention. Et donc, toutes les questions de valorisation ou d'évaluation, elles sont directement liées à des questions d'attention. Et ce que nous dit une réflexion sur l'attention, c'est justement que évaluer, qu'est-ce que c'est que évaluer d'habitude? C'est mesurer de la valeur. Qu'est-ce que c'est que valoriser? Valoriser, c'est donner de la valeur, reconnaître de la valeur, donner de la valeur. Évaluer et valoriser sont fondamentalement liés l'une à l'autre, comme cette espèce de cercle autoréférentiel ou cercle interprétatif, qui fait que toute évaluation est nécessairement une valorisation aussi. Je passe là-dessus parce que c'est pas là-dessus que je voulais approfondir, peut-être qu'on y reviendra. Je passe donc à la deuxième partie de mon propos, une fois que je vous ai dit ces choses générales sur l'attention, deux choses seulement sur l'attention esthétique. Et donc là, je fais référence à un livre de Jean-Marie Schaeffer qui s'appelle L'expérience esthétique, qui date de l'année dernière, 2015, que je vous conseille, qui est que je trouve très clair et très beau. Et donc il a toute une première partie sur l'attention esthétique. Et là, j'en reprends deux citations. La première, c'est qu'il nous dit ceci. S'engager dans une expérience esthétique équivaut à adopter un style attentionnel particulier qu'il appelle style divergent. Si on a le temps, si ça vous intéresse, je reviendrai là-dessus. Là, je vais passer. Première chose, donc, il nous dit, l'esthétique, ce qu'il nous en dit, il ne veut pas dire le dernier mot de l'esthétique, il ne prétend pas dire tout ce que c'est que l'esthétique, mais l'esthétique, c'est aussi d'abord une affaire d'attention, à savoir c'est du côté du spectateur ou de l'auditeur ou du lecteur que ça se passe. Moi, c'est ce que je dis depuis des années. La littérature, pour moi, c'est un regard. C'est notre regard qui transforme quelque chose en littéraire. Ce qui n'exclut pas que des poètes veuillent faire de la littérature. Donc c'est du côté de nous en tant que lecteurs, nous en tant qu'auditeurs, nous faisons quelque chose lorsque nous écoutons, lorsque nous regardons, lorsque nous lisons. Faire attention, ça nous dit bien qu'on fait quelque chose. Cette attention, elle fait quelque chose et elle transforme quelque chose, une expérience, en esthétique. Deuxième citation de Schaeffer. Cette disposition au style cognitif divergent, qui donc fonde ce qu'est pour lui l'esthétique, l'attention esthétique, l'esthétique comme forme d'attention, est proportionnelle à la capacité d'un individu à supporter la catégorisation retardée. Une catégorisation retardée. Telle est bien la capacité dont doit faire preuve tout individu qui s'engage dans une expérience esthétique. Qu'est-ce que c'est que la catégorisation retardée? Notre attention standard, elle fonctionne à la reconnaissance. Je marche dans la rue, je vois des mots sur des affiches, je vois des feux rouges, des feux verts, j'entends des voitures, et si vous avez survécu pendant 20, 30, 40, 50, peut-être même 60 ans parmi vous certains, c'est parce que vous avez une capacité de votre attention standard à identifier et à reconnaître. Ça, c'est une voiture, ça peut m'écraser. Donc si le bruit arrive trop près, je m'arrête. Ça, c'est un feu rouge, il faut que je m'arrête, vert. Donc, on fonctionne en reconnaissant, en catégorisant aussi vite que possible, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, en catégorisant aussi vite que possible ce qui nous entoure. Qu'est-ce que c'est que l'expérience esthétique? C'est de regarder quelque chose, de pouvoir le catégoriser, c'est un tableau, c'est une montagne, et de dire, c'est pas ça. Cette catégorisation, c'est pas ça, c'est une montagne, mais c'est pas n'importe quelle montagne. Oui, je reconnais une montagne. Il se trouve que Cézanne a fait 150 fois cette montagne-là, et que chaque fois il l'a fait un petit peu différente, et que ça a transformé l'histoire de la peinture, etc., etc. Donc, reconnaître que c'est une montagne, c'est pas faux, mais c'est pas intéressant. Ça devient intéressant lorsqu'on dit, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que Cézanne, je ne sais pas pourquoi cette montagne est devenue aussi célèbre, je ne sais pas pourquoi il l'a peint 150 fois, et on regarde quelque chose en se disant, ma catégorisation, c'est pas ça qui est intéressant. Il faut que je sois attentif, que je donne, que j'investisse du temps, de l'attention là-dedans pour découvrir quelque chose que je ne sais pas. Et c'est ça, l'attention esthétique. Retard de catégorisation. Je vais savoir, je vais faire des hypothèses sur ce que c'est, dans quelle catégorie mettre ça, qu'est-ce que ça m'apporte, comment catégoriser cette chose-là, mais je ne sais pas. Si vous êtes kantien, si vous avez lu ou pratiqué Kant, l'esthétique de Kant, il fait la distinction entre un jugement déterminant. Ceci est un stylo, j'ai la catégorie stylo en tête, je vois ceci, c'est un stylo, ceci est une bouteille, reconnaître des choses dans des classes, qui l'oppose au jugement réfléchissant. Je vois quelque chose et il faut réfléchir. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas.
Donc, jugement réfléchissant si vous êtes kantien, retard de catégorisation si vous avez lu Schaeffer. Je vais passer sur ces détails ici, on y reviendra si vous voulez. Il donne toute une série d'oppositions entre l'attention standard et l'attention esthétique. Je n'en garde que cette idée de retard de catégorisation. Dernière chose pardon, sur l'attention, la notion d'attention latente, attention cachée, attention qui est justement pas l'attention à l'objet d'attention. Une façon, j'en parle souvent en disant, c'est l'attention au fond. D'habitude, on est attentif à des figures. Qu'est-ce que c'est qu'être attentif? Qu'être attentif, c'est justement identifier une figure et la regarder en détail, et pas être attentif au bruit de fond. Moi, je prends souvent le train. Quand je suis dans le train, j'essaye de me concentrer sur mon livre et de ne pas faire attention aux voisins qui sont en train de discuter. Des fois, c'est pas facile, mais j'essaye. Donc, le fond, on essaye de l'exclure. Vous connaissez peut-être cette chose qui s'appelle l'effet cocktail party, qui a vraiment troublé pendant une trentaine d'années les psychologues à propos de l'attention, qui est ceci. Vous êtes la jeune femme qui s'appelle Julie avec la veste, la robe noire au milieu. Vous êtes en train de parler avec le monsieur qui est en face de vous, et c'est une conversation très importante. Soit c'est votre futur emploi qui se décide, soit vous le trouvez tellement beau que vous voulez absolument le séduire. Vous êtes complètement concentré sur votre discussion avec ce monsieur. Il se trouve, et donc vous éliminez complètement le bruit de fond. Et il se trouve que derrière vous, quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, est en train de parler, et tout d'un coup, vous entendez qu'elle dit votre nom, Julie. Et vous l'entendez. Et la question c'est, vous étiez attentive ou pas attentive au bruit? Tout nous dit que vous n'étiez pas attentive. Vous faisiez de votre mieux pour vous concentrer à la discussion, pour séduire ce monsieur. Et pourtant, si elle n'avait pas prononcé votre nom, il ne serait rien, elle n'aurait pas existé, cette femme derrière vous, sauf que parce qu'elle a prononcé Julie, vous n'avez pas pu ne pas entendre Julie. De même que s'il y avait une sirène maintenant, vous ne pourriez pas ne pas entendre la sirène. Donc, les psychologues sont devenus fous parce que ça veut dire, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas? Où est-ce qu'on entend? Les oreilles entendent, visiblement, mais jusqu'où ça va qu'on entend et jusqu'où on n'entend plus? Où est-ce que ça décide, etc. Donc, il y a ceci qui nous montre qu'on est attentif sans être attentif. On est toujours attentif au fait que quelqu'un puisse prononcer votre nom, même si on ne fait pas du tout attention à ce que disent les autres, et si au contraire on essaie de les enlever. Je vais enlever cet effet Stroop parce qu'on est un petit peu pressé. Je vais vous donner l'autre expérience que j'aime beaucoup. Vous connaissez peut-être les petites machines à café qui sont dans les bureaux où vous avez une machine à café, une machine à thé, et puis vous servez librement, mais vous mettez 50 centimes chaque fois que vous prenez du café. Donc, les psychologues sont des gens un petit peu vicieux, ils font une expérience où sur la machine à café, ils mettent des posters. Pendant toute une année, on va mettre des posters sur la machine à café. Et un mois sur deux, vous mettez des posters de fleurs, un mois sur deux, vous mettez des posters de visages. Et vous regardez ce qu'il y a dans la tirelire. Dans la tirelire, lorsqu'il y a des fleurs, il y a 1,5 de ce que vous voulez. Lorsqu'il y a des visages, il y a 4,2. C'est quand même bizarre. Hein, ça veut dire que les gens pensent qu'ils doivent mettre plus d'argent lorsqu'il y a un poster qui les regarde. Ils ne sont pas idiots, ils savent que ce n'est pas le poster qui va téléphoner au patron pour dire celui-là il n'a pas payé. Bon. Et pourtant, hein, ce n'est pas les gens, c'est nous. Hein. Qu'il y ait la présence d'un visage dans notre environnement, ça change la somme qu'on met pour payer le café. Et donc ça, c'est des effets, des choses qui s'appellent d'amorçage ou de priming, qui nous disent la même chose que tout à l'heure, à savoir, on est attentif à plein de choses sans y être attentif. Hein, une sorte d'attention latente ou de fond qui apparaît. Alors, ça, c'était la partie sur l'attention. Donc, attention en général, les différentes couches. Ensuite, attention esthétique, un régime très très particulier, tout à fait exceptionnel de l'attention esthétique, qui est ce retard de catégorisation, et maintenant le fait qu'on est attentif à plein de choses sans qu'on le sache. Ce qui court-circuite un peu notre notion d'attention. Maintenant, je vais rentrer dans les questions de médias qui vous intéressent dans cette série. Et là, on peut faire référence à Kittler ou à d'autres gens hein, qui nous disent les médias déterminent notre situation. Au XXe siècle, encore plus au XXIe siècle, nous pensons toujours sous condition de médias techniques et en même temps, comprendre les médias, c'est impossible parce que nous sommes complètement dedans. Nous sommes tellement dedans, ça contrôle tellement, et contrôle pour moi c'est pas une insulte, hein, c'est pas une manipulation générale, mais on vit, on est attentif, notre attention est tellement partie de flux qui sont des flux collectifs qui passent par les médias qu'on ne peut pas s'en dégager totalement. Et
Hitler rajoute, la numérisation générale des canaux de communication et de l'information efface la différence entre les médias individuels. Son et image, voix et texte se réduisent à des effets de surface que les consommateurs perçoivent comme des interfaces. Dans les ordinateurs eux-mêmes, tout devient du nombre, numérique, 0, 1, quantité sans image, sans son ni voix. C'est un petit peu les effets de cette numérisation-là que j'aimerais regarder avec vous maintenant en se disant... les exemples que je vous ai donnés de cette latence, cette attention latente, c'était nos perceptions, un visage quelque part, le bruit de quelqu'un qui prononce mon nom, c'était dans notre environnement immédiat. On peut généraliser la chose en se disant, nous baignons dans des milieux fortement médiatisés. Il se trouve que ces milieux fortement médiatisés, ils sont en train de se numériser. Qu'est-ce que ça va changer? Il y a une sorte de latence numérique, une latence computationnelle, plein de choses qui sont autour de nous, qui nous traversent, auxquelles nous ne faisons pas attention et qui pourtant nous déterminent, nous conditionnent autant que mettre plus ou moins d'argent dans une tirelire alors qu'on n'avait même pas vu forcément que c'était un visage ou des fleurs qui étaient là. C'est ce qu'un géographe anglais qui s'appelle Nigel Thrift appelle l'inconscient technologique. L'inconscient, c'est non seulement l'inconscient freudien, ma petite histoire, papa, maman, la bonne, etc., etc., mais un inconscient technologique, tout le GPS, les satellites, les codes barres, les papiers d'identité, tout ceci, ça a construit tout un réseau de positionnement et de juxtapositionnement, dit Nigel Thrift, qui fait que nous nous orientons dans le monde en fonction de toutes ces données numériques qui font notre milieu numérique actuel, où je vais beaucoup faire référence à quelqu'un que je suis en train de lire maintenant qui s'appelle Mark Hansen, qui parle justement de médias du XXe siècle. Le numérique, il va essayer de caractériser ce que c'est comme médias du XXe siècle. Et donc c'est ce que je vais faire dans les quelques minutes qui suivent. Donc je vais prendre un livre tout nouveau de Mark Hansen qui s'appelle Feed Forward, où il s'inscrit à la fois dans une continuité d'une pensée et des médias, et où il nous dit il y a une rupture, il y a quelque chose de fondamentalement nouveau qui se passe aujourd'hui avec le numérique, qu'il faut approcher d'une façon à la fois critique, à la fois humaine, à savoir qu'il faut humaniser cette chose qui menace peut-être de nous déshumaniser, et en même temps qui peut être tout à fait merveilleuse. Donc c'est pas une sorte de discours apocalyptique, c'est la fin du monde, il faut exploser tous les ordinateurs, ou il faut débrancher. Il y a des choses très belles, mais essayons de préciser quels sont les défis. C'est pour ça que je finirai avec 5 défis qui viennent de ces médias du XXe siècle. Alors, Marshall McLuhan, peut-être vous connaissez ce très beau texte des années 60, Comprendre les médias, il nous dit les médias c'est quoi? C'est des prolongements de l'humain. Le téléphone, Skype, la télévision, ça me permet d'entendre et de voir ou de parler avec le Japon. Donc là, je peux vous parler à vous. Déjà, ça me permet de parler, peut-être les gens qui sont derrière, peut-être les entendraient moins bien, dans le temps. Avec ça, je peux parler dans le temps. Ou, avec un téléphone, je peux parler au Japon. Donc, prolongement de l'humain. Et McLuhan est amené à dire une sorte de système nerveux planétaire, toute la circulation de l'information sur la planète à travers l'électricité, c'est une sorte de système nerveux planétaire qui s'est mis en place. On parle de village global, etc., etc. Donc, un environnement, un nouvel environnement planétaire qui se met en place. Il y a quelqu'un qui s'appelle Andy Clark, je vous donne juste ceci, qui parle d'esprit étendu. Il dit, on a tendance à concevoir l'esprit à l'intérieur du cerveau, brain-bound. Il faut penser l'esprit comme incluant le disque dur. Mon disque dur, ça fait partie de mon esprit. Mon téléphone portable, ça fait partie de mon esprit. Mais mon calepin, c'est pas que le numérique, mon calepin où je mets tous mes rendez-vous, ça fait partie de mon esprit. S'il n'y avait pas ça, mon esprit il fonctionnerait différemment. Et là, c'est des thèses que vous connaissez. Bernard Stiegler va venir ici. Il s'inspire beaucoup de Leroy-Gourhan qui disent tous les outils, c'est une extériorisation d'une faculté humaine. Avec les ongles, on peut gratter, on peut déchirer. Qu'est-ce que c'est qu'un silex? C'est des ongles un peu perfectionnés qui fait que ça gratte et ça déchire un peu mieux. Et une fois qu'on a des silex, on n'a pas besoin forcément de garder les ongles. Donc nous, on a des ongles parfaitement inutiles parce qu'on a des couteaux, parce qu'on a plein de choses qui font le travail. Donc c'est cette extériorisation des facultés humaines de notre corps vers l'extérieur qui se poursuit depuis le silex jusqu'à l'ordinateur, le téléphone portable, etc. Donc ça, c'est les médias tels qu'on les pense habituellement, qui sont largement basés sur des métaphores spatiales, prolongement de l'humain, etc., extériorisation. On pense les médias en pensant espace.
une des choses que là forcément je résume un peu parce que Stigler, surtout Stigler d'ailleurs, il parle beaucoup de temporalité aussi, donc et Hansen et Stigler sont en dialogue constant. Hansen, ce qui m'intéresse, c'est que lui, il met plutôt l'accent sur des questions de temporalité. Accélération, hein, les médias du XXIe siècle, c'est un facteur d'accélération, encore plus qu'avant, et surtout, ça passe par des micro-temporalités, des temporalités tellement petites qu'elles échappent complètement à notre conscience, à notre contrôle. Et là, Stigler, je pense qu'il va vous en parler, parce que c'est central pour lui aussi. Et la thèse de base de Hansen, c'est de dire que ces médias du XXIe siècle, le numérique, ne s'adressent plus à nos consciences, mais agissent directement sur nos sensibilités. Et donc là, on a l'idée d'un système nerveux planétaire, la pensée habituelle des médias qui pensent les médias en termes de perception. Qu'est-ce que nous percevons? Nous percevons des choses distantes dans l'espace, nous percevons des choses distantes dans le temps, d'accord? Il y a toujours un présupposé, et c'est toujours un présupposé c'est une affaire de conscience, hein, nous sommes attentifs à quelque chose, ça veut dire nous sommes consciemment attentifs à quelque chose, et ce sur quoi insiste Hansen, c'est de dire, tout ça c'est très important et ça existe toujours, mais il y a autre chose qu'il faut absolument mesurer, qui est que ce qu'il appelle les sensibilités sont différentes des perceptions et sont différentes de la conscience. Et ce que j'ai essayé de vous dire à travers cette attention latente, c'est on est sensible aux noms qui se prononcent, on est sensible au fait que ce soit des visages, même si c'est sur des posters, qui soient autour de nous. J'ai sauté un bout, une expérience de Stokes, c'était on est sensible, sitôt qu'il y a un mot imprimé d'une langue que vous connaissez, et donc si vous êtes alphabétisé, vous ne pouvez pas ne pas lire ce mot. Hein, enfin, s'il rentre dans votre champ de vision, etc., vous identifiez le mot, donc, et par rapport au mot, et par rapport à quelque chose comme des visages à voir, et par rapport à des bruits comme entendre son nom, on est sensible à des choses qu'on ne perçoit pas consciemment. Et le numérique, c'est ça. Alors là, je vais vous donner quelques citations qui sont un petit peu indigestes du camarade Hansen, pour vous montrer ce qu'il dit, puis après j'essaierai de les commenter un petit peu. Donc, en rupture fondamentale avec la lignée des médias conçus comme des prothèses, hein, des extensions de l'homme, allant de Platon à Derrida et Stigler en passant par McLuhan, c'est ce que je vous ai dit, les médias du XXe siècle médient directement, hein, ils font une médiation. Là, je traduis de l'anglais à mediate, ils font une médiation directe, ils médient directement l'infrastructure causale de la sensibilité mondiale. Qu'est-ce que c'est que les big data? Dominique Cardon va venir vous faire une conférence sur les big data, il vient de faire un très très beau livre là-dessus, il va vous montrer qu'on peut les regarder de haut, de dessous, du milieu, etc. Donc les big data, ces données que nous produisons sans cesse lorsque nous consultons Google, lorsque nous voyageons avec un GPS, lorsque nous empruntons un document ici, ça produit plein de données. Ces données, la computation permet d'agir directement sur cette infrastructure causale de la sensibilité mondiale. Ça nous révèle une sensibilité mondiale et ça permet d'agir sur elle. Vous connaissez tous les propositions d'Amazon ou Netflix, je ne sais pas, peut-être qu'à la médiathèque vous avez ça aussi. Vous avez emprunté X, donc vous aimerez Y, vous faites ça ou vous résistez ou non? Vous ne voulez pas, d'accord? Ça marche pas, d'accord. De parler, là ça sera, on en parlera peut-être tout à l'heure, justement, de parler ensemble d'un disque, c'est très différent de dire... Hein. Pour moi, je dois dire quand même que Amazon, enfin, j'essaye de pas acheter par Amazon et aller chez mon libraire ou dans ma bibliothèque, mais comme recommandation, hein, de me dire, bah tiens, il y a un nouveau livre qui est sorti que j'aurais pas remarqué, qu'Amazon me signale parce qu'il sait que j'ai lu tout ceci ou que j'ai regardé tout ceci. Ça anticipe, on va peut-être le voir, nos désirs et ça agit, à la fois ça reflète une sensibilité qui est la mienne, partagée avec ou mise en moyenne avec des milliers, des millions d'autres personnes, et à la fois ça agit en retour sur cette sensibilité. Bon, là je vais passer sur la phrase suivante, du simplement qu'on n'en a pas conscience. Citation suivante, c'est précisément parce que les industries de la culture et des data peuvent aujourd'hui court-circuiter la conscience, se brancher directement sur des données comportementales, biométriques et environnementales. Un des exemples qu'il prend, c'est vous pouvez avoir des machines maintenant qui vérifient en temps réel votre taux de sucre.
dans le sens, si vous êtes très diabétique, ça peut être tout à fait utile. Ça vous dit à chaque moment, enfin, vous pouvez le consulter, mais ça siffle un petit peu, ou ça fait du bruit pour vous dire, là, votre taux de sucre, il est trop haut, il est trop bas, etc. Donc, c'est des données auxquelles vous n'avez pas accès, c'est votre corps. Hein. De même que le visage qui était affiché ici, sans doute que ça se sent dans votre corps si vous avez un manque de ceci ou de cela, mais ça se sentira trop tard, ou ça se sentira de façon trop faible si vous êtes en train de faire quelque chose, etc. Donc, par du numérique, par un système de capteurs de sensibilité, quelque chose se manifeste à travers le numérique qui vous dit votre taux de sucre est trop bas, ça risque d'être dangereux dans 20 minutes, donc prends quelque chose, prends un peu d'insuline, que ça se passe par rapport à mon corps, que ça se passe par rapport au livre que je vais acheter, que ça se passe par rapport à la circulation dans laquelle je suis pris. On va me dire, là, tu es dans un bouchon, si tu prends l'autre rue, tu vas t'en sortir, tu vas échapper à ce bouchon. Tout ceci, hein, ça se branche directement sur des données comportementales, biométriques, environnementales. Et ces industries de la culture et des data sont toujours mieux capables de capturer notre attention sans que nous en ayons conscience. Précisément parce qu'elles disqualifient la délibération et la réponse consciente, les données comportementales microtemporelles, hein, ça se passe à des fractions toutes petites de secondes, qui échappent à notre conscience, permettent aux industries des données et de la culture de réussir à resserrer le circuit allant de la sollicitation à la réponse. Donc tout ceci, la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, je trouve que c'est une très belle formulation, ça resserre un circuit entre stimulus-réponse. Et dans l'introduction qu'a faite Pierre tout à l'heure en parlant de questions d'interprétation, une des choses qui est centrale dans l'activité d'interprétation, c'est justement de ralentir stimulus-réponse. Hein, je parlais de retard de catégorisation tout à l'heure. Je vois quelque chose, c'est un tableau, stimulus-réponse. Ce tableau, ça montre une montagne, stimulus-réponse. C'est justement pas ça qui va m'intéresser. Je vais regarder. Pourquoi cette couleur? Pourquoi cette tache? Est-ce que c'est la même que la voisine, etc. Donc, hein, on va rallonger le circuit stimulus-réponse, on va retenir la réponse par un retard de réponse, retard de catégorisation, retard de compréhension, retard d'interprétation, retard de lecture, etc. Ça serait l'attitude esthétique, alors qu'au contraire, le numérique est utilisé, hein, c'est pas sa vertu propre, c'est pas le bon Dieu qui a fait le numérique pour que ce soit comme ça, il se trouve qu'il y a des logiques sociales qui font que la façon dont c'est financé, la façon dont c'est utilisé aujourd'hui par des industries de la culture et des data, ça induit une accélération, un resserrement du circuit entre sollicitation et réponse. D'où un besoin de repenser nos subjectivations, la façon dont nous nous construisons comme sujet, la façon dont nous pensons, la façon dont nous sentons, la façon dont nous sommes sensibles à certaines choses plutôt qu'à d'autres, la façon dont nous percevons, tout ceci à partir des transformations du computationnel. Je vais passer ça parce que c'est long et c'est compliqué, et je vais en venir, pour les 15-20 minutes qui restent, à 5 défis à partir de ça. Si vous êtes d'accord sur ce constat, qui à la fois est exprimé à travers des raisonnements un peu complexes, à la fois, j'espère, qui correspond un petit peu intuitivement à des choses que vous savez très bien ou auxquelles vous avez réfléchi, il me semble qu'il y a 5 ou 6 choses qu'on peut se dire, bah tiens, sur quoi est-ce qu'on pourrait travailler pour développer un numérique qui soit humain et critique? Donc la première chose, j'ai insisté lourdement là-dessus, hein, les médias du XXIe siècle, le numérique induit des anticipations de catégorisation. Il me semble un symptôme remarquable de ceci, c'est lorsque vous tapez un mot dans Google, maintenant ça vous donne déjà la fin de votre mot, la fin de votre question. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais j'ai fait la petite expérience, j'ai fait islam et après j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 en prenant les 2 premières lettres. Et ça, non, là, si on voit un petit peu, hein, ça dit par exemple l'islam, donc c'est toujours islam UN, qu'est-ce qui vient après? Donc islam, une religion, islam, un danger, islam, un grand signe de la fin du monde, et islam, une religion de paix. Peut-être que vous penseriez à l'islam de façon complètement différente. Il se trouve que avant que vous ayez rajouté la 3e lettre après UN, ça vous donne déjà ces possibilités. Et il se trouve que, hein, moi j'ai rien contre pour Google. Google c'est quelque chose d'absolument merveilleux, et c'est quelque chose d'absolument terrifiant pour d'autres raisons, mais c'est les deux en même temps. Et voilà, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de merveilleux et qu'est-ce qu'il y a de terrifiant. Un des effets induits par ceci, c'est qu'on trouve très rapidement des choses qu'on n'aurait jamais trouvées sans ça.
Là je parle de moteurs de recherche en général, il pourrait y avoir des moteurs de recherche qui ne sont pas Google, qui ne sont pas commercialisés à la façon dont commercialise Google, bien entendu, mais le moteur de recherche comme tel, en particulier de Google, est assez performant. S'il est performant, c'est effectivement parce qu'il prend en compte des milliers, des millions de demandes, qu'il les agrège, qu'il les ajuste à notre histoire personnelle, qu'il devine ce que nous voulons demander à la seconde nx plus une toute petite fraction de seconde, et qui nous donne tout ceci. Donc c'est ce qui fait sa vertu, c'est ce qui fait sa beauté, c'est sa rapidité. En même temps, on voit que ça fait des effets de court-circuitage attentionnel, ça produit des effets d'attracteur. Je pense que ça vous est arrivé, vous tapez quelque chose, puis vous voyez qu'il y a un truc, ah bah tiens, ça c'est rigolo, pourquoi on ne regarderait pas ça? Puis on regarde ça, et de fait, on nourrit l'agrégation sur cette chose-là. Avec une sorte d'horizon où le techno-capitalisme pense et désire, alors à la fois avant nous, ça nous donne nos questions avant qu'on ait fini de les formuler, et ça pense et désire pour nous. Typiquement, Google, ça me dit, Amazon, ça me dit, tu aimeras ce livre-là. Et est-ce que c'est malheureusement, est-ce que c'est heureusement? Justement, les deux à la fois, il faut distinguer. Ça marche, parfois. Alors, on voit bien, c'est sur quoi j'avais insisté depuis le début, que c'est l'opposé direct du retard de catégorisation. Ici, les catégories sont déjà faites pour nous, hein, et vous voyez que là, on n'est même pas Kant. Hein. Kant, vous avez des catégories, vous regardez quelque chose, et jugement déterminant, ceci est une bouteille, ceci est un verre, ceci est un projecteur, ceci est un... Je ne sais même pas ce que c'est une caméra, je pense, là-bas. Donc, jugement déterminant, ou alors jugement réfléchissant. Justement, là, j'ai mal vu. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette forme là-bas? Et puis, j'ai dit, ah tiens, vu que c'est placé là, etc., peut-être que c'est une caméra. J'ai dû réfléchir un petit peu ce que c'était. Kant, il n'a pas pensé aux anti... Que je sache, moi, je ne suis pas un spécialiste de Kant. Mais l'anticipation de catégorisation, hein, le fait que des machines puissent nous dire, avant même que nous ayons formulé la question, telle est la question que tu as formulée, avant même que nous ayons dit, quel est le livre que tu veux, ça c'est le livre que tu veux. Bon. Donc on a quelque chose de, je crois, radicalement nouveau, et on a quelque chose de très ancien, mais pas si ancien que ça, parce que la catégorie même de l'esthétique, on peut se poser des questions, il y avait de l'art en Grèce, est-ce que l'art en Grèce, ça correspond à notre définition de l'esthétique qui vient du 18, 19e, 20e siècle? C'est pas sûr. Donc on a quelque chose comme l'expérience esthétique et quelque chose comme l'anticipation de catégorisation du numérique qui sont en dialogue, apparemment contradictoires, mais où donc des choses intéressantes peuvent se passer. Nécessité et insuffisance de l'attention interprétative. Pourquoi nécessité? Oui, parce que je crois que notre devoir, c'est justement de ne pas nous contenter de lire, de ne pas nous contenter du stimulus-réponse. Je vois des mots, je les lis, je sais de quoi ça parle et je passe à la suite. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est ça l'attention standard. Je vois des choses, j'entends des bruits, c'est une voiture, mais la voiture elle passe loin de moi, donc je ne vais pas m'arrêter, etc. D'habitude, la lecture, c'est ça. La lecture, c'est on essaye de prendre un maximum d'informations en un minimum de temps, et c'est très bien, c'est comme ça que ça marche. L'interprétation, c'est justement de dire là, on bloque. Je crois comprendre ceci, mais il y a autre chose derrière. Et c'est cette autre chose derrière qui est intéressante. Donc c'est absolument nécessaire, ce retard de catégorisation, et c'est insuffisant. À savoir, il faut reconnaître que notre monde fonctionne à une accélération et à des modes de consommation culturelle qui sont de l'ordre du court-circuit sensible, où il n'y a même plus de conscience, où il n'y a même plus de perception, il y a d'autres choses qui se jouent. Et à mon avis, il faut en prendre conscience, il faut essayer de comprendre comment ça se passe, et on ne peut pas simplement, oui, il faut ralentir, moi je suis tout à fait pour ralentir plein de choses, en même temps de dire simplement il faut ralentir, ça ne va pas la faire, parce qu'il y a plein de choses qui s'accélèrent en nous, à travers nous, et qu'il faut essayer de penser comme tel. Deuxième défi, de nouveau mot bizarre emprunté d'un philosophe qui s'appelle Whitehead, qui parle, non pas seulement de sujet, mais de superjet, superject, superjet, pour dire c'est bien ce qu'on appelle subjectivité et sujet, mais c'est différent. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, les médias du 21e siècle, c'est big data, c'est traces numériques, ce dont vous a parlé il y a quelques semaines Antoine Étrouvera, la gouvernementalité algorithmique, l'inconscient technologique de Nigel Thrift, non-conscient cognitif de quelqu'un qui s'appelle Catherine Hales, tout ça, c'est la diffusion, au sens où c'est diffus, c'est notre subjectivité devient un petit peu diffuse, dispersée, gazeuse, si on veut, dans des réseaux, des circuits, des milieux,
nous pensons avec ces milieux, nous pensons avec, moi je pense avec mon ordinateur, je pense avec les livres que j'ai lus, dans lesquels j'ai gribouillé, j'écoute avec les CD que j'ai écoutés dans toute ma vie, donc il y a tout ce, dont je sais que je peux en réécouter quelques-uns, donc on vit avec tous ces outils extérieurs qui prennent de plus en plus la forme de réseaux, de circuits qui constituent un milieu, le milieu numérique. Alors, redéfinir le sujet avec Whitehead en Superget, ça veut dire sortir de l'individu isolable. Penser en termes individualistes, je vous disais, c'est ce qu'on fait toujours quand on parle d'attention. Moi, je suis depuis quelques années ce qui se dit sur l'attention, je ne peux pas tout lire parce que plein de gens en parlent, mais de nouveau, 95% des cas, c'est un individu face à un objet d'attention. On parle de ça. Et c'est très important. Mais sortir de cet individualisme pour comprendre et l'attention et le numérique en termes de relations environnementales, en termes de milieu, sortir de questions d'identité et parler, alors en termes de Simondon, d'individuation. Il n'y a pas des individus, il y a des processus. On est toujours, je parlais de subjectivation, individuation, on est toujours en train de se construire, on est toujours un peu boiteux, on est toujours en train de corriger ce qu'on a construit jusqu'à maintenant pour boiter un petit peu moins. Et tout ce qui est retour à l'individualisme, retour à l'identitaire ou retour à une substance de ce que serait le sujet, l'âme, l'esprit, etc., ça nous empêche de voir la nouveauté de ce qui est en train de se mettre en place. D'où nécessité et en même temps insuffisance de l'attention au milieu. Il faut être attentif au milieu, au fond, aux choses, aux images qui sont là et dont on ne remarque même pas qu'elles conditionnent nos comportements, à tout ce qui circule autour de nous, auquel sans même savoir qu'on y fait attention, eh ben ça nous oriente ici ou là. Nécessite, chaque fois vous voyez que je mets, c'est nécessaire de faire attention au milieu et en même temps, il faudra prendre le contre-pied de ça. Il faudra aussi repenser ce que c'est qu'un sujet dans le numérique. Alors, le dernier mot que j'avais mis tout à l'heure, c'était une notion de préhension, c'est une notion un petit peu bizarre, qui vient aussi de Whitehead. Et pourquoi est-ce que cette notion, elle me semble très très importante pour parler du numérique? Pour contrecarrer ce qui se charrie implicitement, de même que dans cette salle, il se trouve qu'il y a des photos, un poster de fleurs ou un poster de visage. On parle toujours de data, on parle de données, on parle de traces, data exhaust. Qu'est-ce que c'est que data exhaust? C'est comme vous avez les pots d'échappement qui font sortir des gaz dans les villes. Quand nous surfons sur Internet, il y a un échappement de données qui se fait collecter pour en savoir sur ce que nous désirons, etc., etc. Tout ceci, data, traces, données, ça fait justement comme si le numérique donnait des choses. Les données, c'est ce qui est donné. Parler de préhension, c'est bien montrer que ces données, pour moi, c'est des données parce que ça a été pris, parce que ça a été arraché. Et c'est de nous sensibiliser au fait, chaque fois que quelqu'un, et Dominique Cardon sera très bon pour vous parler de ça plus en détail, de façon beaucoup plus technique, moins ontologique ou philosophique que moi, les données sont d'abord des prises. Une préhension des prises. Et ces prises, elles ne se sont pas faites toutes seules, elles se sont faites parce que quelqu'un a écrit des programmes, a produit des logarithmes, a conçu quelque chose qui lui a permis d'extraire de la réalité, des flux de données préexistants, etc., certains aspects qui étaient pertinents pour lui, elle, pour l'entreprise, pour le profit, pour la politique, pour je ne sais quoi. Donc, notre attention, qui est toujours une attention déjà orientée, sélectionne certaines caractéristiques dans le continu sensible, en fonction, on peut appeler ça d'intérêt. Certaines choses sont pertinentes, ne sont pas pertinentes, on va les sélectionner à un certain taux d'échantillonnage. La notion même de numérique, c'est que ça transforme tout en 0 et en 1, mais non, ça ne transforme pas tout, justement. Ça dit, jusqu'à un certain point, on va faire des distinctions, que ce soit entre les couleurs, que ce soit entre les sons, etc. Et puis, si on veut que le son circule plus vite, eh ben, on va compresser certaines différences pour que ce soit des MP3, etc. Donc, on va avoir un taux d'échantillonnage un petit peu moins bon ou moins parfait. Donc, toutes ces questions de qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas, en amont de ce qui est traité d'habitude comme des données, c'est absolument central à remettre. Et c'est de nouveau dire que les données, ce sont des données humaines, ce sont des données qui ont été prises par des humains, et là, vraiment, la dimension humain et critique dans le numérique. Critique, c'est justement filtrer,
critique, c'est filtrer, sélectionner, hein, c'est de remettre le fait qu'il y a toujours du filtrage, de la sélection dans le numérique, parce qu'on a dû décider d'un certain taux d'échantillonnage, décider de certaines pertinences, de choses qu'on va retenir et d'autres choses qu'on ne va pas retenir. D'où, de nouveau, nécessité d'une économie de l'attention, ça nous dit bien qu'il y a des intérêts derrière. C'est en fonction d'intérêts, qui ne sont pas forcément des intérêts occultes de méchantes multinationales. Oui, il y a des intérêts de multinationales terribles, mais il y a nos petits intérêts à chacun de nous, il y a nos intérêts d'associations politiques, il y a nos intérêts de communautés, nos intérêts de médiathèques. Donc, il y a une économie de l'attention qui cherche toujours à prendre des choses qui l'intéressent. Et intéresse, c'est ça retient mon attention, mais aussi j'y trouve de l'intérêt, affectif, financier ou autre, et donc de remettre les préhensions derrière les données. Quatrième défi, là je m'inspire directement de Andy Clark, dont je vous parlais tout à l'heure, lui il parle de natural born cyborgs, hein, nous sommes des cyborgs naturels. Et de nouveau, on peut dire, ça remonte à l'homme des cavernes qui fait des silex, et donc ses ongles dépérissent un petit peu, parce qu'il a des silex, il n'a plus besoin d'avoir des ongles comme les ours ou comme d'autres animaux. Donc, nous sommes des cyborgs, parce que ces choses extérieures, elles sont indispensables au fonctionnement de notre corps. C'est l'esprit étendu, hein, le petit livre que vous avez qui s'appelle Supersizing the Mind, hein, étendre, hein, faire augmenter, si vous voulez, l'esprit. Tous ces outils numériques et autres augmentent nos esprits, les allongent, etc. Bon, je vais passer sur Benjamin Bratton qui fait ça. Le problème que souligne très bien Andy Clark, c'est savoir si ça fait partie de mon corps ou pas, en soi, peu importe. La vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on y a un accès fiable et est-ce que le fonctionnement de cette chose est fiable? Si tout d'un coup, tous les silex se volatilisent, eh ben, le fait que j'ai plus d'ongles, ça va rendre difficile de couper de la viande ou de trouver des proies, etc. etc. De même, tant que j'ai un GPS qui fonctionne bien, eh ben, avec mon téléphone, ça me permet de repérer dans Bruxelles. Je suis venu trop peu souvent à Bruxelles, donc je ne connais pas la ville, donc je me fie à mon GPS pour me dire où je dois aller tout à l'heure. Si j'ai plus d'électricité, si le système tombe, si j'ai pas assez d'argent pour payer mon abonnement à la connexion, eh ben mon accès est menacé. Et donc ces choses qui font partie de moi, c'est comme si une partie de mon cerveau, c'est comme tout d'un coup on me disait, ah bah tiens, ta main, ne peut plus utiliser la main, ça s'appelle une paralysie. On a très peur de ça pour notre corps. Le numérique fait qu'on a des mains partout, qu'on a des parties de cerveau partout en dehors de nous, ce qui de nouveau n'est pas du tout un mal en soi, ça c'est merveilleux. Ça augmente, ça permet de faire des choses en plus, différemment, de voir d'autres choses. N'empêche que d'en assurer la fiabilité, individuelle et collective, c'est central. Et là, il y a certaines tendances. Donc, si vous connaissez un philosophe qui s'appelait malheureusement Ivan Illich, lui parlait de convivialité contre hétéronomie. Hétéronomie, ça veut dire que la loi m'est donnée par quelqu'un d'autre. Là, la loi de mon orientation dans Bruxelles, elle m'est donnée par ceux qui contrôlent mon accès à Internet. Si je n'ai pas payé le mois dernier, eh ben, ce sera la loi de la compagnie qui me vend accès à Internet qui va me couper de cette faculté-là. Alors que la convivialité, c'est quelque chose comme une carte. Hein, tant que j'ai une carte papier et que mes yeux fonctionnent, hein, je peux très bien que je devienne aveugle ou que je... Voilà. Mais tant que mon corps fonctionne avec une carte, j'ai pas besoin de payer quelqu'un d'autre ou j'ai pas besoin de ce détour. Tout à l'heure, je parlais de court-circuit. Le numérique, ça fait toute une série de court-circuits. Ça court-circuite plein de choses et en même temps, ça rallonge. Ça fait que lorsqu'on veut un taxi par Uber, eh ben, au lieu que ce soit une centrale à Bruxelles qui prend mon appel, ça va passer par la Californie. Une grande partie du profit va faire un grand détour. Hein. Ça court-circuite les agences de taxi Uber et ça fait un très très long détour par la Californie où une partie du profit va être mis. Vous savez que l'évolution moi je suis encore à l'époque PC disque dur, hein, moi je me promène avec ça. Et puis, voilà, moi, mon cerveau, il est plus ou moins en moitié ici, et ça va bien. Si on passe par le cloud, hein, si on sauve les choses, plutôt que de faire confiance à ceci, qui est ennuyeux, parce que des fois, il y a des virus, etc., ou ça foire, si on met tout ça sur le cloud, à la fois, c'est pratique parce qu'on peut l'avoir partout, à la fois, de nouveau, quelqu'un peut fermer le robinet, et le cloud, vous n'avez plus accès. Votre mémoire, vous n'avez plus accès à votre mémoire, alors qu'au moins là-dessus, j'avais accès à mon disque dur.
De même avec les plateformes. Ici, c'est une politique des boîtes noires. Hein, ces boîtes noires, les choses dans lesquelles on ne peut pas rentrer, dont on a besoin. On sait ce qui rentre, on sait ce qui sort. Mon téléphone portable, je lui pose une question sur l'orientation, puis ça me dit où tu es. En revanche, comment ça se passe dedans, j'ai aucune idée. Hein. Tournevis pour ouvrir votre smartphone, bonne chance. Je ne sais même pas comment on fait des programmes pour faire marcher le smartphone et les applications. Donc tout ça, ce sont des boîtes noires. Et chaque fois qu'il y a une boîte noire, il y a une perte d'autonomie, une perte de convivialité, parce qu'on est dépendant de toutes ces choses, et par accès et par fonctionnement, qui échappent complètement à notre maîtrise, individuelle en tout cas. Deux dernières choses, et après je m'arrêterai. De nouveau, autre chose qui est exacerbée par le numérique, mais qui vient de milliers d'années, que quelqu'un comme David Abraham a décrit à partir de l'écriture, même sur papier. Hein. Le fait que nous humains, nous parlions souvent à propos de signes, hein, que nous lisons des livres et nous parlons des livres que nous lisons. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Depuis le début, je vous ressauce des choses que moi j'ai vues dans les livres. La réalité concrète, là j'y ai pas eu accès. Hein. Tout ce que j'ai... La réalité concrète, ça c'est quoi? C'est des gens qui ont fait des formules de plastique, qui ont eu des cours de design qu'ils ont vus dans les livres, ou etc. Hein. C'est les signes humains qui ont façonné tout ce qu'on voit ici. Et David Abraham fait un livre pour dire comment la Terre s'est tue. Oh, s'est tue, pardon, c'est pas des, c'est s'est tue, hein, S apostrophe, comment la Terre s'est tue. Il dit, nous allons dans le mur écologique parce que nous avons perdu notre sensibilité à l'environnement physico-biologique. Et qu'est-ce que c'était que des chamans? Qu'est-ce que c'est que des religions traditionnelles? Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelait les esprits? Qu'est-ce que c'est que tout ceci? C'est des façons dont d'autres cultures se connectent de façon souvent un peu foireuse, parce que ça fait qu'on brûle des sorcières. Et ce n'est pas les sorcières qui sont responsables du bétail qui meurt. Hein. D'accord, donc ça fait plein de choses horribles. Mais ça a fonctionné comme des autorégulations par sensibilité à un environnement, les chamans, les esprits, les religions, etc. Nous avons développé quelque chose qu'on a appelé la science, qui était censé remplacer tout ceci, qui passe par des livres, par des formules, par des équations, par tout ceci, qui est merveilleux, il ne s'agit pas du tout de le mettre à la poubelle, mais simplement on a de plus en plus affaire qu'à des signes produits par les humains, qui font de plus en plus souvent écran, et qui fait qu'on regarde tellement nos signes, pour moi le signe le plus évident c'est le PIB, hein, on est complètement obnubilé par le PIB et la croissance du PIB, comme si c'est ça qui orientait notre bonheur, et parce qu'on a les yeux focalisés là-dessus, on ne voit pas tous les trucs autour de nous, ou pas assez, qui nous disent là vous allez à l'abîme, si ce n'est pas vous, c'est la génération suivante ou celle d'après. Donc cette autoréférentialité de signes qui parlent à partir de signes et qui parlent à des signes, tout ce que je vous dis depuis le début du numérique, c'est que ça ne fait qu'accélérer ceci. Les données, les prises de données, les prises sur des données, les données refaites de données, etc. C'est rajouter des couches à cette chose merveilleuse, parce que tout ça, c'est ce qui nous rend humains, de nouveau. C'est comme le pharmacone, vous dira Bernard Stiegler, et les livres, et l'alphabétisation, et la numérisation, c'est le pharmacone qui est à la fois un remède et un poison, suivant comment on l'utilise. Et donc tout ceci, c'est ce qui fait qu'on a ce que nous appelons une culture. Hein, c'est pour nous, il peut y avoir plein de cultures non alphabétisées, mais pour nous ça passe nécessairement par l'alphabétisation. En même temps, tout ce mouvement, alphabétisation, numérisation, a le danger d'une autoréférentialité. Et c'est pour ça que l'attention présentielle, hein, de voir vos visages, là je les vois mal de nouveau parce que j'ai toujours la lumière dans les yeux, hein, mais de parler à quelqu'un en face à face, là, il y a une connexion qui est ancestrale. Ça fait des dizaines de milliers d'années qu'on a appris à repérer les tout petits détails d'un mouvement de bouche, d'un mouvement d'œil, d'un sourire, de quelque chose. Et lorsqu'après on s'échange des mails, tout ça, ça disparaît et on arrive à s'engueuler. C'est comme des aveugles dans un tunnel d'échanger des mails par rapport à un échange en face à face. Ce que je vous avais dit au début... je le reprends maintenant, j'espère que c'est un petit peu plus clair, je ne sais pas, mais que c'est un petit peu plus de matière derrière. Donc l'attention humaine est environnementale, latente, collective, davantage que, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas individuelle et pas focalisée, c'est très important de pouvoir se focaliser sur quelque chose, c'est très important cette attention individuelle, volontaire aussi, mais il y a plein d'autres choses qui sont tout aussi importantes.
et qu'on néglige habituellement. S'il y a quelque chose comme une expérience esthétique, elle passe par un rapport à la temporalité qui est de retarder des phénomènes de catégorisation, et que si on est dans les médiathèques, si on s'intéresse à des pratiques artistiques et autres, c'est que ça nous semble essentiel, que ça peut-être nous semble d'autant plus essentiel qu'il faut le repenser, qu'il faut l'utiliser comme tel, parce qu'on vit dans un milieu de médias du XXIe siècle qui court-circuite notre attention consciente, notre réflexion, en anticipant nos catégorisations, hein, en pré-catégorisant les choses pour nous, et en agissant directement sur les sensibilités qui passent au-dessous de nos radars réflexifs, délibératifs, voire même perceptifs. Et quatrièmement, donc, que nous devons repenser nos modes de subjectivation pour essayer de faire face à ces défis que je vous ai proposés, qui sont propres à la computation en tant qu'elle est micro-temporelle, que ça se passe avec des rapidités qui dépassent complètement ce qu'on a eu l'habitude de gérer dans les siècles et les millénaires antérieurs, et le fait que ça soit répandu partout, une dimension ubiquitaire qui constitue un véritable milieu pour nous. Et là, je voulais juste finir en vous donnant quelques citations. Je vais me taire, mais simplement je vais vous les montrer. C'est quelqu'un que j'aime de plus en plus. Un monsieur qui s'appelait Wilhelm Flusser, qui est malheureusement mort en 91, qui a écrit une série de textes entre la fin des années 60 et 91, l'année de sa mort, qui pour moi est le penseur le plus stimulant et le plus juste de tout ceci. Donc il est mort en 91, donc le numérique, il l'a entrevu, mais il a entrevu des choses sur les médias et sur le numérique qui me semblent absolument superbes. Et là, je vous donne quelques citations où il me semble qu'il va redire un petit peu différemment à propos de la photographie. Il a fait un très beau petit livre sur la photographie. Ce que moi, j'ai essayé de vous dire à propos du computationnel, du numérique, et j'espère que vous verrez que c'est deux façons de dire un petit peu la même chose. Donc je vous laisse lire ça, et je changerai après une A4, je crois. Voilà, merci beaucoup. Et donc il y a un numéro de multitude, il y aura un certain nombre d'articles, je vous ai mis ici la table des matières, qui reprennent les choses que je vous ai dit, que je vous ai données un petit peu rapidement dans cette présentation.